Démocratie veut dire le pouvoir au peuple. En grec, démos c'est le peuple et kratos c'est le pouvoir. Dans un état de droit, celui qui établit les lois a le pouvoir. En démocratie, c'est le peuple qui écrit et vote les lois. Une aristocratie, c'est le pouvoir au meilleur. En grec, aristos, c'est le meilleur, et kratos, c'est le pouvoir. En aristocratie, ce sont les meilleurs qui ont le pouvoir et établissent les lois. Une oligarchie, c'est le pouvoir à un petit nombre. Oligos, c'est un petit nombre. En oligarchie, c'est un petit nombre qui a le pouvoir. En France, nous sommes sous un régime dénommé gouvernement représentatif. Tous les 5 ans, on demande au peuple d'élire ses représentants parmi un groupe d'hommes politiques, dénommé classe politique. Les représentants écrivent et votent les lois, pas le peuple. Nous sommes donc dans une oligarchie. Historiquement, le terme de démocratie pour désigner le gouvernement représentatif a été employé dans les années 1830 pour tromper l'opinion publique et faire croire au peuple qu'il a le pouvoir. Ce mensonge perdure encore de nos jours. Si nous étions en démocratie, nous voterions nous-mêmes les lois, par des votations ou des référendums, et nous pourrions aussi en écrire, en proposer. En France, les représentants du peuple sont des politiciens de carrière, pour beaucoup fonctionnaires et issus de classes supérieures, âgés de 60 ans en moyenne. Ils ne sont en rien représentatifs du peuple français. Une fois les représentants élus parmi l'oligarchie de la classe politique, les électeurs n'ont aucun contrôle sur la politique menée et la législation établie. Les représentants votent selon leurs opinions, leurs intérêts, leur complicité ou leur carrière politique. Ils sont la cible de groupes d'intérêts qui influencent leur vote. Les textes de loi sont dans 9 cas sur 10 rédigés par de hauts fonctionnaires non élus. Donner le pouvoir à un groupe d'hommes issus d'une oligarchie, ce n'est pas avoir le pouvoir, c'est désigner ses maîtres. Les partis politiques, apparus dans les années 1840, étaient un moyen de canaliser l'insatisfaction des électeurs dans des oppositions et des conflits sans conséquences. Car si les lois étaient votées par le peuple, ce qui définit la démocratie, il n'y aurait pas de manifestations, pas de grèves, pas de mécontentement ou de troubles sociaux. Le peuple serait souverain. Durant la Révolution, les riches avaient bien plus à perdre que les pauvres. Voltaire, figure emblématique des Lumières, disait ceci: « Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. » Si le pouvoir était donné au peuple, il aurait défendu ses intérêts propres au détriment de la minorité des riches, des notables et des banquiers. Écoutons le philosophe Alain Badiou parler de la démocratie actuelle. Voyez-vous, Alain Badiou, c'est ce que nous avons trouvé de moins mauvais pour choisir nos dirigeants. Oh, la théorie du moins mauvais, ça, vous savez, la théorie du moins mauvais ne peut pas impressionner le philosophe que je suis. Elle a beaucoup servi pour justifier le moins pire par rapport au plus pire, par exemple. C'est Churchill qui a inventé cette histoire, qui a consisté à dire que la démocratie, c'était le pire de tous les régimes, à l'exception de tous les autres. Il avait raison? Eh ben non, il n'avait pas forcément raison. Pourquoi aurait-il eu raison? Parce que si la démocratie, on peut vivre. Mais il se peut que le meilleur régime politique soit à venir, qu'il dépende d'une invention de l'humanité. Après tout, vous savez, pendant des millénaires, ce à quoi nous assistions, c'était à des théocraties, à des régimes extraordinairement tyranniques et oppressifs. Ils ont duré bien plus longtemps que votre démocratie, bien plus longtemps. Donc cette démocratie, c'est peut-être tout simplement une sorte de petit intervalle dans l'histoire. Surtout que elle ne marche que là où le capitalisme est déchaîné. Ça, c'est un fait. Le régime parlementaire démocratique, je le constate, c'est un fait. Il n'existe comme régime installé, consensuel, conséquent, que là où l'économie capitaliste s'est développée. Et quand l'économie capitaliste commence à flancher, ce type de représentation politique se sent aussi un peu malade. C'est là
c'est là où on en vient au cœur de votre pensée. Un tout petit moment d'explication. Vous êtes, Alain Badiou, un de ceux qui avaient revendiqué le mot communisme, alors même que les régimes communistes ou étiquetés communistes étaient effondrés. Vous aspirez à un régime politique qui serait placé sous le signe de l'égalité. Tout votre livre, toute la République de Platon, tourne autour de cette idée. La cité idéale, c'est la cité de l'égalité, la cité de l'idée juste, donc du communisme. Et quand vous nous dites, pour moi, le capitalisme, c'est l'équivalent de la démocratie, là est la racine de votre rejet de la démocratie, je ne vous trahis pas. De cette démocratie-là. Parce que je n'accepterai pas de dire que je rejette la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une illusion démocratique, mais la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, c'est elle qui est l'illusion démocratique. Parce que personne, dans le débat politique français ou étranger, dans les pays démocratiques, ne veut abolir le capitalisme. C'est ça le sujet. C'est pas exactement ça. C'est un petit peu plus précis. C'est parce que les différents gestionnaires possibles de notre société sont des gens qui, de toute façon, admettent pour l'essentiel l'ordre établi. Ça, il faut en convenir. D'ailleurs, s'ils n'admettaient pas les uns et les autres l'ordre établi, ils n'accepteraient pas de se succéder comme ils le font. Il faut bien que tel candidat ne soit pas extraordinairement différent de tel autre pour qu'il puisse alterner le mouvement des affaires restant à peu près le même, après tout. Donc il y a un consensus fondamental qui fonde ce que vous appelez, vous, la démocratie, qui est une démocratie tout à fait normée, tout à fait particulière, et qui repose sur des acceptations fondamentales premières. Voilà. Et donc je soutiens que nous ne vivons pas du tout dans la démocratie. Nous vivons en réalité en oligarchie. Voilà. Nous sommes dominés par une oligarchie financière, politique et médiatique. Tout le monde le sait d'ailleurs. Tout le monde voit parfaitement qu'il faut absolument maintenir ce système pour maintenir le système politique lui-même. Qui gouverne dans la cité juste, dans la cité idéale? Eh bien, qui gouverne normalement dans la cité juste, dans la cité idéale, c'est précisément tout le monde. C'est la démocratie véritable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État séparé de l'ensemble des gens. Voilà, c'est ça la cité idéale. La cité idéale, c'est la grande idée communiste de Marx lui-même, qui est un peu oubliée, mais que je voudrais rappeler, c'est le dépérissement de l'État. C'est l'idée que l'existence d'une machine d'État oppressive, séparée, qui doit être perpétuellement validée par des élections, etc., c'est une affaire vieillie, c'est une affaire qu'il faut dépasser absolument, au nom de ce que Marx lui-même appelait un régime d'association, la capacité pour tout le monde de s'occuper de ses propres affaires. Ce qui est intéressant, et c'est là où, quand vous parliez de l'idée de Marx et de l'idée de l'association, vous êtes un fervent admirateur de ce qu'on appelait les révolutions arabes, fervent admirateur également de ce qu'on appelait le mouvement des indignés. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre critique sur les révolutions arabes commence au moment où elles se transforment en processus démocratique électoral avec des élections. Oh ben, c'est pas ma critique à moi, c'est d'abord la critique de tous ceux qui ont participé au mouvement dans les pays arabes. Ils ont été légèrement surpris et déconcertés par le résultat des élections. Mais le principe même Comme des moi, élections... je l'ai été en mai 68. Eux aussi, ils disent élections piège à con maintenant, maintenant qu'ils ont les partis islamistes dits modérés sur le dos. C'est comme si, après une révolution, une tempête révolutionnaire démocratique extraordinaire, on vous présentait un massif parti démocrate chrétien comme le vainqueur des élections. Ben, vous seriez un peu étonné tout de même. C'est bien la preuve qu'il y a deux sens du mot démocratie qui ne sont pas du tout homogènes. Sauf que la revendication, Alain Badiou, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était de pouvoir voter. Bon, la revendication du peuple contre les dictateurs, c'était que les dictateurs s'en aillent. Mais ça, après... c'était leur revendication unanime. Sur la question du vote, il y a eu d'innombrables débats. Comment, quand, dans quelles conditions? Ces débats ont souvent été tranchés par des autorités extérieures au mouvement populaire lui-même. En Égypte, par exemple, ils ont été largement tranchés par l'armée. Autant dire par ce qui restait du régime d'avant. Parce que la révolution a été volée par l'armée. Mais les Tunisiens, par exemple... Le gouvernement représentatif, en ne donnant aucun pouvoir aux pauvres, aux ouvriers et aux paysans, garantit la protection des intérêts des plus puissants et des plus riches. Aujourd'hui encore, le citoyen n'est qu'un électeur, un emprunteur et un consommateur. Il est informé par des médias inféodés aux grands groupes financiers et industriels dont ils sont pour la plupart la propriété. Le vote des lois par les citoyens, le référendum d'initiative populaire, ou la mise en place d'un parlement tiré au sort dans la population comme le sont les jurys populaires, qui sont des évolutions démocratiques élémentaires, sont systématiquement dénigrés dans les médias.
L'Union européenne est une organisation soutenue à l'origine par les élites américaines pour éviter l'apparition d'une puissance concurrente en Europe de l'Ouest. Elle est néolibérale et structurellement antidémocratique. Si les peuples européens écrivaient et votaient eux-mêmes les lois de l'Union, Bruxelles ne serait pas la seconde place de lobbying après Washington. L'Union européenne est le royaume de Goldman Sachs et de la haute finance, dont les hommes se retrouvent à la tête de nombreuses institutions et même de certains États. Et nombreuses sont les carrières politiques se prolongeant dans le privé, au service des lobbies ou dans les grandes entreprises. Ce que nous appelons des euros, ce qui est sur notre compte en banque, ce ne sont pas des euros, mais une dette en euros. Ce que nous appelons crédit, prêt ou emprunt, ce n'est qu'une création de monnaie temporaire. Ce que nous appelons démocratie n'est pas une démocratie, mais une oligarchie. Ce que nous appelons un citoyen n'est rien d'autre qu'un électeur. Ces manipulations du langage empêchent les intellectuels, les politiciens, les journalistes et les électeurs de penser le monde. Elles dissimulent avec habileté le pouvoir sans égal des corporations, de la finance et du secteur bancaire.